Donc, bienvenue à ce webinaire donc, sur le psychotrauma. Donc dans la poursuite de ce qu'on a déjà fait depuis un an à peu près sur la santé mentale, on a invité aujourd'hui Madame Condominas du Centre régional psychotraumatisme des Pays de la Loire à intervenir sur cette thématique. Madame Condominas pourra répondre à vos questions en fin de webinaire. On se garde un petit quart d'heure à partir de 11h45 pour traiter les questions. Donc, au cours de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, je vous laisse la parole, Madame Condominas. Ok, bonjour. Donc oui, comme le disait votre collègue, il y a la possibilité d'envoyer des messages en fait en cours d'intervention et qu'on pourra reprendre à la fin dans le dernier petit quart d'heure. Juste, je vous précise aussi que le PowerPoint que vous allez voir défiler, enfin j'espère que vous le voyez défiler, enfin en tout cas que vous le voyez tout court, il sera disponible, donc ce n'est pas la peine de prendre des notes particulièrement, vous l'aurez à disposition. Donc on va commencer. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu les grandes lignes de ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique ou alors le psychotraumatisme, de manière à ce que vous ayez un peu les critères qui sont reconnus par la communauté scientifique et qui peuvent aussi vous aider. Ah, je ne sais pas, j'ai des messages qui m'arrivent en anglais. Bon. Et qui peuvent vous aider, vous, à identifier, en fait, à repérer des souffrances psychiques et surtout à comprendre certaines attitudes, certains comportements qui sont un peu complexes à appréhender si on n'a pas ces grilles de lecture-là. Donc, j'espère que ça sera pour vous vraiment utile d'un point de vue pragmatique. En tout cas, c'est un petit peu l'idée, même si on en passe par un peu de théorie là aujourd'hui. D'une manière générale, juste quelques mots sur, vous m'entendez bien? Parce que j'arrête pas de recevoir des messages en anglais, moi. Alors oui, on vous entend bien, Madame Condominas. Moi, je j'ai pas de message en anglais. D'accord, OK. Bon, bon, je sais pas, je vais la J'espère que laisser ça va parler pas la vous personne. perturber. Oui, ça me perturbe un petit peu, mais c'est pas grave. Donc du coup, juste un mot sur le Centre régional du psychotraumatisme. C'est un service qui est rattaché à l'hôpital Saint-Jacques, mais grosso modo, c'est bien un centre régional qui est financé par l'ARS et qui a ouvert ses portes très récemment, puisque c'est octobre 2021. Donc, autant dire qu'on est un peu un bébé service avec trois types d'objectifs différents. Le premier, c'est d'identifier tous les professionnels de soins qui sont formés à la question du psychotrauma, que ce soit en hospitalier, en associatif ou alors en libéral. Et on met en place un site internet actuellement avec un annuaire de façon à ce que vous puissiez orienter les bénéficiaires si vous jugez que c'est important, au plus proche de chez vous. On a une deuxième action, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de permettre un peu la montée en compétences de tous, donc des actions de formation. Et puis, on a un troisième volet qui est celui du soin, mais qui est dans on va dire, avec des critères assez précis, c'est-à-dire comme on est un centre dit expert aux ressources, on n'intervient pas en première intention. C'est-à-dire qu'une personne qui aurait besoin d'un suivi psychologique doit avoir d'abord un psychologue référent avant de pouvoir éventuellement bénéficier de notre accompagnement en parallèle du coup d'un suivi déjà en cours. Ça, c'est pour deux raisons principales. C'est que, on est en gros 5 équivalents temps plein, donc accueillir toutes les personnes qui souffrent de psychotrauma sur la région, autant vous dire que c'est juste pas possible. Et puis surtout, il y a une donnée clinique vraiment là-dedans, c'est que dans le soin du psychotrauma et en particulier dans le traumatisme complexe, je vous expliquerai tout à l'heure la différence, c'est pas une intervention sur un délai trop court qui va pouvoir permettre de résoudre l'ensemble de la problématique, mais plutôt des situations de déblocage qu'on va pouvoir faire nous ici avec les outils qui sont les nôtres, mais qui nécessitent quand même une continuité du lien et de la relation pour réparer ce qui a été abîmé par les expériences de vie. Et pour ça, c'est du long cours et du coup, c'est le thérapeute référent qui va pouvoir, lui, continuer ce boulot-là, quoi. Voilà, donc bon, je pourrais répondre à d'autres questions s'il y a besoin, mais je voulais juste vous présenter quelques mots là-dessus.
Maintenant, on passe au sujet qui nous intéresse. Donc, le traumatisme, d'une manière générale, nous, on a tendance à dire que ce sont des accidents dans une vie, hein, que ce n'est pas parce qu'on est psychotraumatisé que notre vie va se résumer à ça, mais c'est bien quelque chose qui en fait partie. Et certainement aussi, notre message qu'on aime à passer, c'est que tout n'est pas traumatique. Dans le langage courant, on est assez prompt à dire ah là là, c'est traumatisant. Oui, ça peut l'être. Il y a des événements de vie qui ont un potentiel traumatique important, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va avoir développé un état de stress post-traumatique chronique. Ça, c'est un petit peu l'avenir qui nous le dira. On n'est pas tous les mêmes face à des événements difficiles de la vie. En tout cas, tout n'est pas traumatique, c'est important de le garder à l'esprit. Même des choses qui nous paraisseraient très graves et où on se dirait aïe aïe aïe, j'imagine que c'est difficile de s'en sortir. On a aussi quand même plein de belles évolutions psychiques à constater. Bref, une définition, c'est une définition qui est assez ancienne, mais qui est assez reconnue aujourd'hui, c'est celle de Louis Kroc. Il présente en fait deux idées importantes. Hein. Alors, vous l'avez sous vos yeux, cette définition, hein, phénomène d'effraction du psychisme avec débordement des défenses et un événement agressant. Donc, c'est ces deux notions-là qui sont très importantes à retenir. Un événement ou plusieurs événements, comme on va le voir, mais surtout une réponse psychique là qui est dépassée, qui est débordée au niveau émotionnel. Et c'est ça qui peut provoquer éventuellement un état de stress post-traumatique. Donc, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais c'est bien la réponse du sujet face à cet événement qui va faire qu'il y a trauma ou qu'il n'y a pas trauma. On peut être tout à fait en état de choc un petit peu hein, après des événements difficiles. Ça ne veut pas dire que ça va se transformer en stress post-traumatique. Donc, un événement ne suffit pas pour expliquer un impact psychologique d'une manière générale. Hop, je continue. On sait dans les facteurs qui sont assez significatifs quand vous entendez des récits de vie et que ces éléments-là que je vais vous présenter tout de suite apparaissent dans le récit, vous pouvez déjà vous dire un petit peu que c'est pas, voilà, ce sont des choses qui ne sont pas très bons signes, on va dire. Donc, dans les pas très bons signes, il y a évidemment l'effet de surprise. Hein, la personne ne s'attend pas du tout à ce qui va arriver et ça va aggraver très très souvent l'impact psychique que ça a sur le sujet. Quand on est préparé à une situation compliquée, on a tendance à pas du tout le vivre de la même façon, hein, c'est-à-dire que se met en place un mécanisme psychologique qu'on appelle le parexcitation et qui fait qu'on est un petit peu blindé. Donc ça filtre un peu, ça fait un phénomène un peu d'amortisseur. Dans l'effet de surprise, il n'y a pas cet amortisseur et du coup l'impact risque d'être plus puissant. Deuxième facteur significatif, c'est est-ce qu'il s'agit de violences intentionnelles, délibérées, agies par d'autres humains, individuellement ou collectivement. Et ça, on sait que ça impacte plus, ça vient déstabiliser plus notre croyance, on va dire, en l'humain et au monde qu'une catastrophe naturelle, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stress post-traumatique avec des catastrophes naturelles, il y en a, mais ça n'a pas le même pouvoir de nuisance et de déstabilisation psychique qu'une agression volontaire, personnalisée, intentionnelle, etc. Dans les autres facteurs qui vont aggraver le risque de présence d'un stress post-traumatique, c'est ce que nous on appelle le lâchage des tiers sécures, l'abandon, la solitude. C'est-à-dire que par exemple, vous vivez un accident de voiture, vous êtes à moto, une voiture vous percute. La personne qui vous a percuté ne s'arrête pas. 2, vous tombez dans un fossé, il fait froid et c'est la nuit et personne ne vous a vu et vous êtes seul, blessé dans ce fossé. Et ça dure longtemps. Alors là, il y a plus de risques que si d'autres humains arrivent et viennent vous accueillir et prendre soin de vous. Pareil, si les humains qui arrivent ne sont pas bienveillants ou pas très précautionneux, pas très attentionnés, on va avoir plus de risques de développer un stress post-traumatique. Pourquoi? Parce que ça vient en fait faire une fracture dans notre système de valeurs. Et un stress post-traumatique, c'est toujours des valeurs très profondes chez nous
qui ont été abîmées, remises en question, piétinées éventuellement. Et ça heurte vraiment violemment. Donc, il ne faut pas minimiser du tout cet être éthique que l'on est, parce qu'il va jouer vraiment dans l'impact de l'événement sur notre conception de soi-même. Hein, on peut être déçu de soi. J'aurais pensé que j'aurais réagi de telle façon et c'est pas ce qui s'est passé. On peut être déçu de l'humain, on peut être déçu du monde. Le policier qui n'a pas été attentionné, le soignant qui a minimisé l'impact, etc. La famille qui ne soutient pas, le conjoint qui ne soutient pas. Tous ces facteurs-là vont aggraver le risque d'apparition d'un stress post-traumatique. Donc, si dans les récits que vous entendez, il y a un peu tout ça, vous pouvez déjà vous dire, il y a peut-être quelque chose là qui s'est chronicisé finalement. Je continue. Dans les définitions actuelles du stress post-traumatique, on en distingue deux. Type 1, type 2, on a tendance à les appeler ça comme ça. Et donc, on va les voir ensemble. Je vais vous présenter aussi toute la symptomatologie, pour lequel, là encore, il y a un consensus scientifique, et vous expliquer en quelques mots pourquoi le système s'entretient, c'est-à-dire pourquoi un stress post-traumatique a parfois du mal à se dissoudre et la santé mentale à se recouvrer. Je vais vous en dire quelques mots. Et puis des petites métaphores qui sont bien utiles quand on accompagne les gens. Donc je vous disais, 2 types de traumas. Bon, la première chose, je vous ai parlé tout à l'heure de l'effet de surprise, mais évidemment, il faut une deuxième donnée, sinon il n'y a pas de trauma. C'est une confrontation brutale avec le réel de la mort. Ça, c'est ce qui fait qu'il y a potentiellement du trauma. C'est vraiment la mort ou une atteinte extrêmement sévère à votre intégrité. Donc, confrontation avec la confrontation avec le réel de la mort, c'est vraiment important. On appelle un trauma type 1 quand il s'agit d'un événement unique dans une vie, et un trauma type 2, ou dit aussi complexe, ou dit aussi desnos, il y a tout un tas de vocabulaire. Donc, dans ce trauma type 2, là, on va être sur des victimations qui s'inscrivent dans le temps. Alors, ça rentre tout ce qui est maltraitance pendant l'enfance, violence conjugale, mais aussi, vous avez peut-être entendu parler du syndrome de Stockholm, sur des prises d'otages qui durent longtemps dans le temps. Et là, on est sur des répétitions d'événements potentiellement traumatiques. Et ça vient construire différemment alors la symptomatologie, pas tant que ça, mais l'importance que ça va avoir dans la construction de notre identité globale. Donc, type 1, unique. Type 2, répété dans le temps. D'une manière générale, là encore, en termes de consensus scientifique, il y a un trauma jour 1. Ça peut donner un trouble de stress aigu pendant 1 mois, avec à peu près la même symptomatologie que ce que je vais vous présenter tout de suite après. Mais il ne faut pas forcément s'en inquiéter. C'est-à-dire que c'est normal que notre psychisme mette un certain temps à éliminer, à digérer, à dissoudre l'impact d'un événement. Donc, trouble de stress aigu jusqu'à 1 mois. Si ça continue, 3 mois et plus, là, on va parler vraiment de ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique chronique, qui vient modifier sensiblement notre vécu du monde et notre personnalité. Parfois, ça va jusque-là. Ce qui est difficile dans le trauma, c'est que ça se vit et ça se revit et ça se revit encore, et ça a du mal à se dire. C'est pourquoi ce n'est pas toujours évident de travailler cette question-là avec les personnes. Les symptômes qui peuvent être pour vous des signaux d'alerte, pour comprendre ce qui se joue pour votre interlocuteur. Alors, ce petit tableau, moi je le trouve plutôt bien fichu. J'espère que pour vous aussi, il sera assez pragmatique. La première catégorie de symptômes, celle qui est la plus connue, j'ai envie de dire, ce sont les flashbacks. Souvent, on entend parler des flashbacks comme un peu un critère d'identification d'un stress post-traumatique. Il faut savoir que les flashbacks, ils ne sont pas forcément seulement visuels. On revoit les choses, mais ça peut être auditif. On entend le bruit d'un bombardement, par exemple. Ça peut être olfactif.
On ressent l'odeur de l'agresseur contre soi. Ça peut être sensoriel. On ressent tout le temps l'impact de la voiture qui nous a heurté à la jambe. Et la jambe a cette sensation d'être heurtée en permanence. Donc, c'est vraiment tout notre système sensoriel qui peut être impacté par les reviviscences. Elles peuvent être de jour, les fameux flashbacks, ou de nuit avec les cauchemars. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un signe classique d'un état de stress post-traumatique. Je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Si c'est dans les premiers jours, jusqu'au premier mois, on n'a pas forcément à s'en inquiéter. Voilà, je vais vous expliquer aussi un petit peu pourquoi après. Deuxième catégorie, on va dire, de symptômes, c'est toutes les conduites d'évitement. C'est très difficile. On parle d'un événement ou d'événements au pluriel qui ont été très, très difficiles. Donc, le réflexe assez spontané chez nous, les humains, c'est d'éviter d'y penser, en tout cas d'essayer d'éviter d'y penser. Et du coup, pour éviter d'y penser, on va éventuellement éviter des lieux, éviter des personnes, éviter des sujets, éviter des situations qui nous amènent à tout ça. Parce qu'on va limiter les éléments évocateurs de ce qui s'est passé, et ça peut enfermer beaucoup. C'est-à-dire que si un événement s'est déroulé sur, je ne sais pas moi, dans une grande surface, et ben potentiellement cette grande surface, sûre, on ne va plus y aller, ou quasi sûr, et puis éventuellement ça va être les autres grandes surfaces, et puis éventuellement les moyennes surfaces, enfin vous voyez, ça peut prendre comme ça de l'espace et gagner du terrain, ce qui revient à une perte de liberté assez importante. On peut aussi éviter de rencontrer certaines personnes, et là, on perd en vie sociale. On peut éviter de regarder certains types d'informations, et là, on perd en lien avec le monde qui nous entoure. Donc, voilà, ça va avoir cet impact-là. Autre signe assez caractéristique du stress post-traumatique, c'est une altération des pensées et de l'humeur. Vous allez trouver chez les gens qui souffrent de stress post-traumatique des croyances très négatives à l'égard d'eux-mêmes, des autres, des institutions, du monde entier, et qui vont être persistantes. Il va y avoir très très souvent de la culpabilité et de la honte. Donc vous allez entendre beaucoup de blâme personnel. Voilà, une sorte de dévalorisation de soi et ou des autres. À ces caractéristiques aussi vient la perte d'intérêt, c'est-à-dire là où habituellement quand on a un coup de mou, parce qu'on a tous des coups de mou, on a des petites astuces qui marchent. Le chocolat chaud, regarder une série débile, enfin vous voyez, on a des petites astuces qui marchent. Notre pratique sportive, quand ça ne va pas, on va courir et ça nous fait du bien. En général, toutes ces activités-là qui étaient dignes d'intérêt vont devenir... voilà, il n'y a pas l'énergie psychique en fait pour y recourir, et donc tout ce qui marche antérieurement ne marche plus, et ça déstabilise quand même pas mal les gens puisqu'ils ne savent plus quoi faire pour eux-mêmes. Et vous allez aussi trouver une sorte de détachement. Et ça, c'est pareil, ça peut être très, très déstabilisant pour les personnes. Plus on est quelqu'un d'altruiste d'une manière générale, et quand d'un seul coup, la vie des autres ne nous intéresse plus, ou qu'on n'arrive pas à s'y concentrer, on n'arrive pas à être attentif, alors on est en train de se demander ce qui nous arrive. Est-ce qu'on n'est pas en train de devenir un monstre, un cœur de pierre, ou ce genre de choses? En l'occurrence, ce n'est pas ça qui se joue, c'est juste que notre psychisme, il a déjà à traiter à quelque chose de difficile, et il va se concentrer complètement sur l'auto-guérison possible, et il n'est pas disponible du coup pour l'autre dans ces moments-là. Mais ça, il faut pouvoir un petit peu l'expliquer. Et puis dans une dernière caractéristique très, très claire dans le stress post-traumatique, c'est tout ce qui va être hyperactivité du système neurovégétatif, donc notre système nerveux autonome. À la fin du PowerPoint, je vous ai mis une petite vidéo que je vous invite à aller voir parce qu'elle dure 9 minutes et elle est vraiment, je trouve, enfin, il me semble qu'elle est hyper explicite et ça va vous permettre de comprendre très, très bien ce que c'est que notre système nerveux autonome et comment ça fonctionne d'une manière générale et comment ça fonctionne quand il est dérégulé, c'est-à-dire quand il y a un stress post-traumatique.
ou d'autres problèmes physiologiques, mais là, je ne vais pas rentrer là-dessus aujourd'hui. Donc, une hyperactivité qui est très, très forte, avec des troubles du sommeil, de l'hypervigilance, des gens qui ont les yeux partout, les oreilles aux aguets, etc., puisque la sensation de danger imminente, elle reste, même si le danger, lui, il est écarté. Donc, des sursauts, des regards apeurés, etc. Des troubles de la concentration, de la mémorisation, de la cognition d'une manière générale, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, notre psychisme est tout occupé à sa guérison, il a vraiment de la peine à faire autre chose. Et puis une vraie irritabilité, c'est-à-dire il y a une labilité de l'humeur, on est un peu, comme on dit, à fleur de peau, ce qui, en règle générale, va se transformer par des colères inhabituelles ou une réactivité inhabituelle, c'est-à-dire que la personne, à ce moment-là, quand elle est en souffrance de stress post-traumatique, elle ne va pas supporter quoi que ce soit en plus que ce qu'elle a déjà à faire pour guérir. Donc ça donne des réactions comme ça qui peuvent être un petit peu virulentes, qu'il faut expliquer aussi, c'est pas contre l'autre souvent, c'est juste que c'est en trop. Vous savez, c'est comme quand on est très, très fatigué et que vous avez déjà 10 000 trucs à faire et qu'il y a, je sais pas moi, votre père qui vous demande un tout petit coup de pouce de rien du tout, mais c'est en trop et là, spontanément, on va avoir envie d'envoyer bouler l'interlocuteur. Donc, ce n'est pas très sympathique pour les gens qui vivent autour de nous dans ces moments-là, mais c'est assez inévitable, en fait, quand on est dans ce type de souffrance. Ça, c'est les caractéristiques qui sont vraiment à peu près systématiques dans le stress post-traumatique. Sur le côté du PowerPoint, sur la droite, vous voyez qu'il y a d'autres précisions. Il y a tous les phénomènes dissociatifs qui ne sont pas constants, qui ne sont pas systématiques, mais qui sont fréquents. Et les phénomènes dissociatifs les plus classiques qu'on voit à peine, c'est ce qu'on appelle un peu les absences. Vous voyez, la personne, elle n'est plus trop là, puis elle va revenir. Donc ça, c'est assez fréquent. Ce qui est plus rare, c'est des épisodes de dépersonnalisation. On n'est vraiment plus là, pour le coup. C'est pas juste on est dans la lune. Ou de déréalisation, c'est-à-dire qu'on a l'impression que on est dans un film, quoi. C'est pas, ça n'existe pas en vrai. Des vécus d'étrangeté, etc. Donc des expériences psychiques qui sont très, très troublantes. Parce qu'on est dans notre vie, on n'est plus dans l'événement, on est dans notre vie, et pour autant, on a l'impression que ce n'est pas réel, voire qu'on n'est pas dans notre corps. Donc c'est très, très, très perturbant. Et puis, il y a les fameuses amnésies traumatiques dont je suis sûre que vous avez entendu parler, qui ne sont pas systématiques là encore, mais qui sont très fréquentes et qui peuvent être des amnésies totales ou partielles. On n'a que des bouts de l'histoire ou on n'a rien. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on faisait avant et on se réveille à l'hôpital, par exemple, et on ne sait absolument rien de ce qui s'est passé entre les deux. Ces amnésies, elles peuvent se lever avec le temps ou pas. Ça, on ne peut pas le prédire à l'avance. Enfin, c'est quand même important d'indiquer que les gens qui souffrent d'un stress post-traumatique qui s'est installé dans le temps, et c'est très, très douloureux, présentent des risques suicidaires plus importants parce que c'est dur de vivre cette souffrance spécifique-là. Donc, c'est assez sérieux, cette histoire-là, comme vous l'aurez compris. Je continue, ça va vite, j'espère que pour vous, c'est OK. Comment le système s'auto-entretient? Parce qu'en fait, une fois que l'événement s'est produit, l'image, la mémoire traumatique reste. C'est pour ça qu'il y a les reviviscences. Donc, comme il y a ces reviviscences, qu'elles soient sensorielles ou qu'elles soient visuelles, l'individu, il devient terrorisé par ses propres pensées, ses propres ressentis. Et il se demande s'il ne devient pas fou, finalement, en disant, mais il n'y a plus rien, et pourtant, moi, j'y suis encore. Donc, on commence à avoir peur de soi. Ce qui se passe aussi, et qui vient entretenir un état de stress post-traumatique, c'est qu'il va y avoir un état de confusion très, très clair entre un signal de danger et le vécu du danger imminent. C'est pour ça que vous allez, je ne sais pas, vous avez été agressé une fois de plus là dans la rue, et
et vous arrivez dans un endroit qui ressemble au lieu de l'agression et bam, l'agression revient, comme si vous y étiez. Donc, il y a une confusion entre quelque chose qui pourrait évoquer du danger et le vécu, lui, du danger en lui-même. Du coup, on va mettre en place des mécanismes, donc de fuite, d'évitement, je vous en ai parlé. On va voir aussi qu'il y a des mécanismes de combat qui se mettent en place et ceux-là, ils sont compliqués quand on est dans une relation d'aide, comme c'est votre cas. Et comme le problème, la blessure psychologique persiste, la répétition des situations qui font peur vient renforcer la peur de vivre ces situations-là. Et puis, finalement, au bout d'un moment, le système s'auto-entretient, ce qui est très embêtant quand ça arrive. Il faut comprendre que quand on vit un stress post-traumatique, on a ces 4 sensations-là que je vous ai mis un petit peu sur cette nouvelle diapo. C'est je suis fou, folle, vraiment, je sais qu'il est en prison et je le croise, je le vois, j'ai l'impression qu'il est là. Je sais qu'il n'est pas là, mais j'ai l'impression qu'il y a une caméra qui m'épie, par exemple. Vous voyez, des choses où on se demande vraiment si on devient taré. Je suis seule au monde, je suis perdue complètement dans tout ce que je ressens là et je suis coupable. Et coupable de ce qui m'est arrivé. J'ai dû faire quelque chose ou je n'ai pas fait quelque chose, etc., etc. Il faut savoir que d'une manière générale, qui est stress post-traumatique ou qui n'est pas stress post-traumatique, et c'est tant mieux quand ce n'est pas le cas, le sentiment de culpabilité quand on a été victime de quelque chose, il est quasiment tout le temps présent, au moins dans l'après-coup d'un événement. C'est-à-dire que je sais pas, je pense à une personne qui s'est fait piquer son sac, elle peut se dire que c'est peut-être parce que le sac était trop visible. On va toujours se questionner sur ce qu'on a bien pu faire ou ne pas faire, ou ce qu'on aurait dû faire pour éviter cette agression. Et il faut un petit peu de temps pour redistribuer les responsabilités. C'est pour ça que je vous le mettais comme chose très utile à faire auprès des personnes auprès de qui vous intervenez. Donc, rassurer, la mémoire traumatique, ce n'est pas de la folie. C'est une mémoire traumatique qui est blessée, qui est en panne de fonctionnement. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'aller jusque-là dans le PowerPoint, mais il y a des infos dessus pour vous expliquer comment ça marche, ce dysfonctionnement-là de la mémoire. 2, retisser des liens sociaux, parce que quand on se sent seul au monde, dans les leviers de résilience, évidemment que l'entourage, alors familial ou amical, mais aussi dans le cadre d'une relation d'accompagnement. Alors, on sait bien qu'on n'a pas la valeur affective d'un membre de famille ou d'amis, mais quand même, les liens sociaux vont être très, très utiles pour se réparer d'un état de stress post-traumatique. Donner du sens à l'événement est aussi quelque chose de très important. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens souvent. Ce qui arrive ne devrait pas arriver. C'est l'impensable qui se réalise. Donc, ça n'a pas de sens. Et évidemment que ça en a pour l'agresseur et qu'il va falloir pouvoir recréer une sorte de lien, de continuité entre la vie d'avant, la vie pendant et la vie après, d'aider la personne à métaboliser tout ça finalement. Et notamment à la reconnecter à ses valeurs, à elle. Parce que je vous disais que c'était un gros facteur aggravant. Dans les autres petites astuces qui peuvent bien aider, que vous pouvez vous servir dans vos entretiens, c'est que sur cette mémoire traumatique dont on parlait tout à l'heure, il y a la question des reviviscences. En fait, il faut savoir qu'un stress post-traumatique, ce n'est pas un problème psychologique au sens classique. C'est plutôt ce que moi je résume par une blessure. Et vous savez bien, quand vous êtes blessé, vous avez un os cassé par exemple, et qu'est-ce qu'il va faire l'os? Il va tourner autour de l'os pour fabriquer ce qu'on appelle un cale osseux, c'est-à-dire voilà, reconsolider l'os. Et au niveau psychologique, c'est pareil, c'est-à-dire que ce n'est pas pour rien qu'il y a plein de flashbacks, de cauchemars, etc. C'est qu'on tourne autour de la blessure. Comme un os cassé va refabriquer de l'os. Comme une blessure de peau, la peau va tourner autour de la blessure pour se reconstituer. Au niveau psychologique, c'est pareil. Donc ça, vous pouvez aider les gens à en comprendre un peu quelque chose et ça évite la folie, la sensation de folie en tout cas. Je vais pas aller plus loin là sur ce que je vous mets après parce que je vais y revenir plus précisément, mais
Gardez l'idée que les métaphores, d'une manière générale, ça aide, je sais que vous le savez, hein, mais je redonne des évidences, ça aide quand même pas mal à expliquer les choses. Donc, on va y revenir. Ce que j'avais envie de vous présenter, là, on a fait une partie vraiment très consensuelle, hein, au niveau international de ce qu'est un stress post-traumatique. Et puis, les recherches, elles continuent évidemment. Et donc, j'avais envie de vous dire quelques mots aussi sur les recherches actuelles et les théories, alors, soit systémiques, soit plus corporelles, polyvagales, qui nous expliquent comment ça marche le stress post-traumatique. L'hypothèse systémique, d'une manière générale, il faut savoir qu'il y a 2 raisons qui vont créer du stress post-traumatique, hein. C'est soit des histoires de maltraitance, soit des histoires d'abandon. Et le plus souvent, notamment dans ce que je vous ai appelé tout à l'heure les traumas complexes ou les traumas type 2 ou les desnos, il y a une histoire qui est saturée de maltraitance, mais sur un vécu antérieur d'abandon, c'est-à-dire un travail, une situation où la personne n'a pas les tiers sécures ou la relation sécure d'attachement qui va permettre d'encaisser ensemble l'impact de tout ce qui vient d'être vécu. Du coup, pour les professionnels qu'on est, alors les thérapeutes, mais vous aussi dans votre boulot, quand vous allez avoir un discours saturé sur la maltraitance, il va falloir travailler sur la liberté. Et travailler sur la liberté, eh ben, ça passe par des petites postures parfois extrêmement simples dans l'accompagnement qu'on peut proposer. Ça veut dire, par exemple, prendre des positions basses. Ça veut dire poser des questions plutôt que des injonctions. Ça veut dire demander la permission de poser des questions, parfois. Ça, c'est quelque chose que moi, j'utilise énormément. Est-ce que vous m'autorisez? Est-ce que je peux? Est-ce que… Voilà. Et ces questions-là vont faire que la personne dans la relation avec vous va se sentir en liberté de répondre ou de ne pas répondre, de rester ou de partir, etc. Et du coup, ça va éviter d'activer ces réflexes qui ont été acquis par le stress post-traumatique. Et sur des vécus d'abandon, on va travailler sur la relation et la continuité de la relation et la fiabilité de la relation. Et c'est pour ça notamment que je vous expliquais en introduction qu'on ne peut pas en quelques séances régler toute une problématique post-traumatique. Il faut un peu de temps, c'est pour ça qu'il faut des thérapeutes qui tiennent dans le temps, en plus de techniques spécifiques de déblocage. Grosso modo, la santé psychologique et la santé du coup relationnelle, c'est de se sentir libre dans la relation. Donc, c'est l'autonomie relationnelle qu'il va falloir travailler. Ça, c'est vraiment des pistes pour nous hyper importantes pour l'avenir de la prise en charge du psychotrauma au niveau psychologique. Il me reste 10 minutes, donc je continue. La théorie polyvagale, c'est celle-là qui vous est présentée dans la petite vidéo de la fin. Vraiment, allez la voir, elle est assez sympa. Si vous avez 9 minutes 30, elle est bien. Mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous une fenêtre de tolérance qui n'est pas la même pour les uns et pour les autres, mais grosso modo, notre capacité à gérer les émotions se situe entre, voilà, comme ça, quoi. Quand on est dans une situation de stress, d'une manière générale, si on va ressentir que le stress est gérable, on va pouvoir garder toutes nos compétences cognitives, psychologiques, relationnelles. Donc, on va être anxieux, on va éventuellement bafouiller les 2 premières minutes, par exemple, d'un entretien qui nous angoisse, etc. Ou d'une interaction qui se présente mal parce qu'il y a 3 lascars dans le tram et on commence à avoir peur, mais on va rester avec nos compétences humaines et relationnelles, on va rester dans une logique d'engagement social. Si on reste sur l'exemple des 3 lascars dans le tram, par exemple, et que là, vous percevez des signaux de danger qui sont plus forts, parce que l'attitude est plus menaçante, parce que vous croyez voir peut-être une arme, ou je ne sais pas, en tout cas, quand vous sentez le niveau de danger augmenter, et vous commencez à avoir vraiment peur, alors là, la peur, qu'est-ce qu'elle va nous faire faire? On a moins accès
à toutes nos fonctions, on va dire, intellectuelles supérieures, et il va nous rester que 2 options. C'est la fuite, si on peut fuir, ou le combat. Le combat essentiellement contre l'autre ou à l'intérieur de soi pour essayer de contrôler quelque chose. C'est ce que vous voyez dans la nature chez les mammifères, en fait. Soit, je sais pas, le lapin a un terrier pas très loin et quand il voit un renard, il ne va pas chercher à discuter avec le renard, il va aller direct dans son terrier et il a bien raison. Soit c'est un animal qui peut estimer, qui peut combattre contre l'autre et là, vous allez avoir des combats. Ces 2 options-là, combat ou fuite, on ne peut pas complètement les maîtriser. Vous voyez bien, on arrive à un niveau là de stress où c'est vraiment nos fonctions un petit peu archaïques qui prennent un peu le relais. Donc moi, même si je suis formée sur le stress post-traumatique, etc., je ne suis pas capable de vous dire si demain, dans une situation de grand danger, je vais réussir à être dans une position de combat, c'est-à-dire faire face à la situation et éventuellement m'en dépêtrer par la violence de mes mots ou par la violence de mon corps ou je ne sais pas quoi. Ou si je vais fuir, je ne le sais pas. C'est vraiment important parce que pour les personnes, c'est source de grande souffrance. Pour certaines personnes, le fait d'avoir fui va faire qu'ils vont avoir une perception d'eux-mêmes, par exemple, extrêmement dégradée, d'être un lâche, d'être un peureux. Enfin, vous voyez, ça a des incidences dans l'après-coup. Mais sur le coup, on fait ce qu'on peut, toujours. Et c'est déjà bien. Donc, gros danger, 2 possibilités, fuite ou combat. Et puis, quand le danger devient extrême, ou en tout cas la sensation de danger devient extrême, alors là, il se passe un autre phénomène qui est celui du figement. On rentre dans un mode survie. Et là, c'est ce que vous avez entendu comme la sidération, le figement, j'ai été pétrifiée, etc. J'ai plus de son, plus d'image, plus de capacité à bouger. En gros, qu'est-ce qui se passe? Là encore, si on se réfère au monde animal, on voit bien que c'est quand on fait le mort, en fait. C'est un petit peu la souris dans les pattes du chat, là. À un moment, elle fait comme si elle était morte en espérant que le chat va se lasser d'elle et va s'en aller. Donc là, on est vraiment sur un degré très, très élevé de peur et un organisme qui a la réponse naturelle de faire le mort en espérant que ça va limiter les réactions de l'agresseur, voire les arrêter. Cette notion-là de sidération, je suis sûre que vous en avez entendu parler parce qu'on en parle beaucoup, notamment sur les histoires de viol. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre pourquoi elle n'a pas crié, elle ne s'est pas débattue, etc. Là où avant, c'était source de stigmatisation finalement. On est vraiment là-dedans. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il me reste 5 minutes. On peut voir la mémoire traumatique, mais peut-être rester un petit peu plus finalement sur cette théorie polyvagale parce que faut savoir que ces réflexes que vous avez à l'instant de l'agression, dans le stress post-traumatique, ils vont être répétitifs et ils vont être figés. C'est-à-dire que les personnes que vous accueillez, si elles ont été beaucoup dans la fuite, comme elles perçoivent le danger encore aujourd'hui, elles vont être dans la fuite. Ou si elles sont encore dans le danger et que leur réponse est le combat, elles vont être encore dans le combat. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir des entretiens où la personne, vous la voyez fuyante, le regard s'en va, elle est toujours à regarder la porte, par exemple, ou vous avez des personnes qui vont être assez hostiles, assez offensifs, parce que là, il y a quelque chose d'une réponse qui n'est plus adaptée au contexte, mais qui s'est cristallisée, qui s'est figée, et qui fait que dans les interactions aux autres, ça va se rejouer, et ça, on le voit beaucoup dans vos entretiens. Enfin, beaucoup, je ne vous souhaite pas beaucoup, mais c'est un petit peu ça qui se passe. Donc vraiment, vraiment, dans ces cas-là, position basse, demander des autorisations, créer de la liberté là où la personne, elle se sent prisonnière ou piégée dans une relation. Je fais juste un petit tour pour moi sur
vidéo suivante. Il y a toute une partie sur la mémoire traumatique qui est un peu technique, pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Je vais vous laisser la regarder vous-même parce que je ne vais pas avoir le temps de vous l'expliquer en fait. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un stress post-traumatique, l'événement, il va être enquisté dans notre mémoire. C'est-à-dire que, en gros, la mémoire, ça sert à quoi? D'une certaine manière, si on veut faire un peu d'ironie, la mémoire, ça sert à oublier. C'est-à-dire qu'on range, on a un petit bibliothécaire interne, là, il se passe des choses, hop, ça va être rangé dans notre mémoire et si on en a besoin, on va aller la chercher. Ici, dans le stress traumatique, il n'y a pas de rangement, c'est-à-dire que l'événement, il est tout le temps là, il est encapsulé. Donc, c'est ça qu'il faut que vous reteniez. Après, si vous voulez les détails de notre matériel cérébral, vous l'avez dans ces pitchs-là. Sur la dissociation, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et la mémoire traumatique. Je vous ai dit, hein, du coup, cette mémoire traumatique, elle est encapsulée et elle va disjoncter régulièrement. Et il y a plein de facteurs qui peuvent la faire disjoncter. C'est pour ça que parfois, les entretiens sont compliqués. Ça peut être le sens. Vous regardez un film violent et blam, vous vous retrouvez dans votre propre agression. Ça peut être le contexte, la ruelle dont je parlais tout à l'heure, mais ça peut être aussi les sensations corporelles. Par exemple, pendant l'agression, votre corps a palpité à 100 000, voilà, puis vous l'avez oublié, hein. Et puis un jour, vous allez voir des amis, et puis il faut montrer 4 étages, et vous arrivez en haut du 4e étage et votre cœur palpite énormément. Et là, blam, pareil, l'agression revient. Et vous ne comprenez pas, parce que tout va bien, vous allez juste boire un pot chez des copains. Mais en fait, c'est ça qui se passe. Donc du coup, vous voyez bien que ça peut s'activer très, très rapidement, et parfois, dans la relation, on dit un mot qui, poum, peut replonger l'autre dans son agression. Quelques mots, parce qu'il fallait que je termine là-dessus, sur les orientations possibles pour vous quand vous pressentez que la personne peut avoir besoin d'un accompagnement et que vous avez réussi à aborder ça avec elle et qu'elle est OK pour aller vers du soin. Pour les gens qui sont en difficulté financière, la première réponse, ce sera toujours les centres médico-psychologiques, hein, au plus proche des patients. Mais ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous en dire quelque chose, je suppose que vous les connaissez. Il faut savoir que certains hôpitaux ont aussi des consultations spécifiques sur le trauma, parce qu'on sait bien que les centres médico-psychologiques, ils prennent tout type de douleurs morales et de troubles psychologiques et ou psychiatriques. Mais il y a certains hôpitaux qui ont des unités spécialisées, ça vaut le coup de vous renseigner auprès de chez vous. Il y a des associations qui sont spécialisées, donc on sort du milieu hospitalier, on arrive dans le milieu associatif avec France Victimes, par exemple, SOS Inceste, des associations spécifiques de soutien aux migrants. Enfin, tout ça, c'est vraiment intéressant de connaître très, très bien tout le réseau local, mais ça, pareil, je suppose que vous le savez. Et vous savez aussi que les espaces départementaux des solidarités sont des lieux où un petit peu sont collectés tout l'étayage partenarial local. C'est vraiment très, très important. Et comme je vous le disais en introduction, éventuellement, nous, au Centre régional psychotrauma, on peut intervenir, mais en complémentarité d'un autre professionnel de la santé. Et juste ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que donc nous, on est sur Nantes, mais j'ai une collègue à mi-temps en Vendée, une collègue à mi-temps en Mayenne, une collègue à mi-temps, mais qui ne fait pas du soin, mais qui facilite des parcours de soins pour le Maine-et-Loire, et un collègue psycho en Sarthe. Donc, il y a des interlocuteurs du centre psychotrauma sur chacun des départements. Voilà, il est 46, et place à vous. Très bon timing, Madame Condominas. Donc, effectivement, si vous avez des réactions, des questions, voilà, je vois qu'il y a une première question qui arrive. Laura avait posé une question tout à l'heure sur les facteurs, mais peut-être que depuis, il y a une réponse. Alors, la question qui vient d'arriver, c'est: accompagnez-vous des personnes ayant vécu de manière traumatique une dépression professionnelle, burn-out? Oui.
si ça correspond aux critères du trauma. C'est-à-dire que faire un burn-out ne va pas forcément développer chez la personne des symptômes d'ordre traumatique. Mais ça peut arriver. C'est-à-dire, en particulier, ce qui peut arriver dans le burn-out et le trauma, la conjonction qu'il peut y avoir entre les deux, c'est quand il y a un vrai gros craquage physiologique. Quand le burn-out arrive vraiment, quand vous êtes arrivé au bout du bout, c'est-à-dire vous avez tiré tellement sur la corde que c'est plus seulement des affects dépressifs, une énorme fatigue, y compris une fatigue au réveil, etc. C'est pas seulement un épuisement, c'est je me suis levée et je suis tombée, comme un immeuble qui s'effondre. Cette espèce de sensation-là de perte totale d'énergie ou de contrôle peuvent être une expérience à ce point angoissante qu'elle peut devenir traumatisante. Mais c'est quand même assez rare, quand même. Et si le burn-out est issu d'un phénomène de harcèlement, alors là, il y a plus de risques que ce soit qu'il y ait une comorbidité, en fait, c'est-à-dire à la fois du burn-out, à la fois de la dépression, à la fois du stress post-traumatique. Donc, dans ces cas-là, ce sont des situations qu'on va pouvoir accompagner. Ouais. Alors, il y a une autre question. Est-ce que des TOC peuvent se développer suite à un psychotraumatisme? Alors, les données scientifiques dont j'ai connaissance sont pas limpides là-dessus. Mais d'une manière générale, quand même, on peut dire qu'a priori, ça peut avoir un lien. C'est-à-dire que les conduites de vérification, notamment, quand une agression, vous avez été victime d'une agression, qu'elle soit, peu importe où, vous avez été victime d'une agression et après vous avez un grand besoin de vous sentir en sécurité. Ce grand besoin de vous sentir en sécurité fait qu'une fois chez vous, vous allez peut-être vérifier 4 fois si vous avez bien fermé la porte à clé, vérifier autant de fois si tous les volets sont bien fermés, etc. Et une installation dans un stress post-traumatique chronique, donc pas juste passager, fait que petit à petit, il se peut que ces conduites de vérification-là se transforment plus ou moins en TOC. Mais du coup, on ne va pas les traiter de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a toutes les phobies et éventuellement des troubles compulsifs qui sont liés à des peurs pour le futur, ce qui pourrait arriver. Là, on est sur des phobies et des TOC qui sont liés au passé, ce qui est arrivé. Et du coup, on ne le traite pas de la même façon. Alors, on a une autre question. Est-il possible de mettre fin à l'amnésie traumatique? Comment faire revenir la mémoire, particulièrement dans les cas d'agression sexuelle, exemple des incestes? Ouais, alors j'ai ma machine qui parle en anglais, qui a parlé en même temps que vous, si vous pouvez répéter la question. Alors, est-il possible de mettre fin à l'amnésie traumatique? Comment faire revenir la mémoire, particulièrement dans les cas d'agression sexuelle, des cas d'inceste? Alors, c'est une question très complexe, vraiment très complexe. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a des amnésies traumatiques qui s'expliquent non pas parce que le psychisme a mis un voile sur ce qui s'est passé, mais parce que vous étiez dans un état en fait de sidération, le fameux figement complet. Et là, il y a même pas, c'est pas qu'il n'y a pas souvenir, c'est qu'en fait, ça s'imprime pas. L'événement ne s'imprime pas parce que votre cerveau, il est en bug à ce moment-là. Donc, c'est une amnésie, mais dans le sens où il n'y a vraiment pas encodage de l'événement. Donc là, la question de la levée de l'amnésie, elle ne se pose pas vraiment. Et si c'est plus défensif, on va dire, voilà, je jette inconsciemment, mais je refoule, on va dire ça. Potentiellement, ça peut revenir, mais si et seulement si le psychisme se sent en capacité d'accueillir ce qu'il y a à accueillir. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on ne sait pas trop, c'est-à-dire que tout ce qu'on ne sait pas encore expliquer, c'est pourquoi, effectivement, par moment, il y a des levées de l'amnésie. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un état dissociatif tel que
l'amnésie, on s'est réassocié d'une certaine manière, ce qui est plutôt bon signe, du coup, pour le psychisme. On s'est réassocié et l'événement peut effectivement revenir à la surface. Donc, ce qu'il faut retenir comme idée, c'est oui, il peut y avoir des levées d'amnésie. Non, on ne peut pas vraiment la provoquer ou la favoriser. Quand vous entendez des gens dire j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien revenir, voilà, et utiliser notamment l'hypnose par rapport à ça. À un moment, ça s'est beaucoup fait aux États-Unis, et en fait, on s'est rendu compte que la recherche de souvenirs guidés donnait de forts risques en fait de créer du faux souvenir. Donc, on va, en tout cas dans l'usage de l'hypnose dite ericksonienne, c'est-à-dire de l'hypnose thérapeutique, on ne va pas aller à la recherche des événements du passé. On ne va pas faire ça parce qu'il y a un trop gros risque de créer du faux souvenir. À l'inverse, sur cette question du faux souvenir, si c'est quelque chose qui arrive spontanément, c'est-à-dire vous n'êtes pas entouré de personnes qui vous racontent des histoires horribles et vous commencez à vous demander si vous-même vous n'avez pas vécu. Oui, où là il y a un contexte très favorable à l'insight, en fait, à l'introspection. Mais simplement, un jour dans la rue, vous avez une sorte de flashback qui vous tombe dessus. Là, on est sur une levée de l'amnésie et tout porte à croire que ce n'est pas du tout du faux souvenir, c'est du vrai souvenir qui émerge. Mais il faut toujours aller chercher du côté quand même de l'environnement, notamment dans on a vu ça aussi, un usage par les entreprises un peu sectaires, quoi, de développer du faux souvenir. Donc il faut faire attention à cette question-là. Oui, l'amnésie peut se lever ou pas, mais si elle doit se lever, elle se lèvera toute seule. Alors, une question complémentaire là-dessus, c'est sur l'EMDR. Est-ce que ça peut permettre justement de lever l'amnésie, l'EMDR? Non. Alors nous, on est tous formés à cet outil-là. Le MDR, il n'est pas fait pour lever l'amnésie du tout. Il est fait pour traiter le souvenir traumatique et la charge émotionnelle qui est associée au souvenir traumatique. C'est-à-dire qu'on va travailler en EMDR la porte d'entrée de l'EMDR dans la question du psychotrauma, c'est ce qui reste de l'agression ou des agressions, enfin c'est ce qui reste de l'événement. Et si ce qui reste de l'événement, c'est une sensation de main sur la peau, on va travailler sur la main sur la peau. Ça va être la porte d'entrée d'une séance en EMDR. Mais ça n'est pas fait pour lever une amnésie. Il peut arriver que, en cours de séance, d'autres choses arrivent, mais ce n'est pas sa fonction. Sa fonction, c'est de faire en sorte que cette sensation de main sur ma peau qui me glace le sang systématiquement aujourd'hui, elle disparaisse, cette sensation-là, de façon à ce que je ne sois plus glacée. Si c'est l'image du couteau qui brille dans la nuit, ce qu'on veut, ce n'est pas effacer l'image du couteau qui brille dans la nuit, on n'efface pas les événements, on veut que cette image-là puisse être rangée, enfin on souhaite, tout le monde le souhaite, les personnes en premier, que cette image-là, qui est une image qui restera un souvenir négatif, désagréable, soit rangée au rayon mauvais souvenir. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus les palpitations, la peur, enfin toutes ces sensations et les conduites qui vont avec, qui s'activent en même temps que le souvenir peut revenir. Et vous voyez bien que ce n'est pas l'objet de faire revenir, c'est plutôt d'apaiser l'événement traumatique pour qu'il se transforme en mauvais souvenir et qu'il puisse être rangé, comme d'autres mauvais souvenirs de votre vie. Alors, on a une question aussi sur ce que vous avez évoqué en début de présentation sur les facteurs déclencheurs. Donc, il y avait l'effet de surprise, acte humain délibéré, etc. Est-ce qu'ils doivent être cumulatifs? Donc, j'imagine pour générer un stress post-traumatique, ou est-ce que un seul des facteurs peut provoquer ce stress? Oui, un seul facteur va contribuer, en fait, va participer au risque que ce stress post-traumatique se chronicise, et s'il accumule, les facteurs se cumulant, le risque devient de plus en plus grand aussi. Mais la question de l'effet de surprise, elle est à peu près systématique. Il faut garder ça à l'esprit.
et tous les autres sont fréquents et en général, c'est le cumul qui vient aussi donner la gravité, la sévérité, en fait, l'intensité du stress post-traumatique. Alors, une autre question, est-il nécessaire de lever l'amnésie pour que le sujet se remette de son traumatisme? Non, c'est pas l'amnésie qui est quand, par exemple, quelqu'un ne sait pas du tout ce qui s'est passé, mais constate avoir des réactions surprenantes dans tel ou tel événement. On en a longuement parlé. On peut supposer avec la personne qu'il s'est passé quelque chose. Je sais pas, je pense à une patiente où ça va rester une énigme, en fait, ce qui s'est passé. On ne sait pas. Par contre, ces sensations-là qu'elle a, elle, de peur ou voilà, de se sentir à la merci d'eux, en fait, il reste des sensations qui ne sont pas reliées à un événement puisque on ne l'a pas. Mais les sensations, on va pouvoir les travailler et les apaiser et reconstruire un sentiment de sécurité sur la base de ce qu'il y a là. Pour beaucoup de personnes, ça serait, enfin, vous voyez bien, on a tous besoin de ça, quoi. On a tous besoin de comprendre, de mettre un sens, de trouver une logique à tout ça. Et du coup, la question de la levée de l'amnésie, on en a vraiment envie pour comprendre. On peut traiter les restes sans avoir la levée de l'amnésie. Et puis, pour rappel, s'il y a eu amnésie dans le sens un peu refoulement, c'est que c'est vraiment horrible et je ne suis pas sûre qu'il faille se rappeler de tout. C'est parfois pas mal que notre mémoire soit sélective et ne nous laisse pas trop dans la tête des images horribles, quoi. Donc c'est pas le Graal, en fait, la levée de l'amnésie. Après, ça pose des difficultés, par exemple, quand il faut faire des récits de demande d'asile ou quand on décide de déposer plainte et que du coup, pour les policiers et pour les juges, plus le récit est circonstancié, détaillé, et cetera, plus c'est aidant. Mais tous ces professionnels-là, ils savent bien que le phénomène de confusion, l'amnésie partielle, et cetera, existe, que la chronologie, qu'il y a des distorsions temporelles, qu'il y a des distorsions chronologiques, il y a plein, plein, plein de distorsions dans ces événements-là et ils sont quand même habitués à ça maintenant. Il faut parfois le rappeler, mais ça ne doit pas remettre en question le récit qui est fait. Il faut expliquer ça. Ok. Alors, on a un commentaire, ce webinaire est extrêmement intéressant. Un grand merci, Madame Condominas. Merci, merci. S'il y a d'autres questions, il est 11h59, il est encore temps de poser une ou deux questions. Tout à l'heure, juste avant qu'on démarre, Madame Condominas, vous me disiez que le centre psychotraumatique faisait aussi des formations sous un format de 3 heures qui sont gratuites et je crois que vous en avez en mois de juin et juillet et on fera suivre aux participants du coup les dates de formation si vous souhaitez aller plus loin aussi sur cette question. Ouais, c'est-à-dire que ce que je vous ai fait en très, 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 très vite, là, on prendrait le temps de le déployer. Et puis l'idée aussi, c'est de travailler un peu plus la posture. Là, pareil, je vous ai nommé la position basse, tout ça, mais d'aller un petit peu plus loin, plus en détail, et puis surtout de pouvoir répondre en direct et de faire un petit peu des analyses de cas si c'est votre besoin, si ça vous fait penser à machin ou à truc. Enfin, voilà. Donc, je vais envoyer effectivement la petite invite à votre collègue et puis il vous la fera suivre si ça vous intéresse. Alors, j'ai une dernière question. Lors d'un retour vers l'emploi, comment aider en termes de compensation? Je ne comprends pas la question, désolée. Et ben voilà, du coup, il faudra aller peut-être approfondir ça avec le centre psychotraumatique, cette question-là. La compensation, du coup, je ne sais pas trop à quoi ça fait référence. Si la personne peut en dire 2 mots. Alors, c'est peut-être dans le sens des travailleurs handicapés. Alors, peut-être, je vais essayer de voir si on va vous envoyer effectivement le. Donc, je ne sais pas qui est la personne. Vous allez pouvoir réactiver votre micro, puis éventuellement Oui, préciser. bonjour. Allez-y. Bonjour, Sylvie Belin, Cap Emploi 49. Je vous dis ça parce que tout récemment, en fait, et ça arrive très régulièrement, j'accompagne des personnes qui ont vécu, et notamment là, cette semaine, j'ai une personne
qui a vécu à l'âge de 3 ans où son père, du jour au lendemain, en fait, a pris les valises de sa maman ainsi que d'elle et elle s'est retrouvée dans le noir dehors à la porte. Et qu'aujourd'hui, elle a 25 ans et aujourd'hui, pour en avoir échangé avec elle, aujourd'hui, elle est considérée bipolaire et bon, elle a vécu beaucoup de violences de son père depuis, puisqu'elle devait avoir la garde alternée. Enfin, son père prenait de temps en temps la garde et elle a donc vécu en fait des traumatismes physiques. Et aujourd'hui, en fait, moi, ma question, c'est en termes de compensation, c'est-à-dire quels sont les points de vigilance, en fait, en termes de retour à l'emploi, puisqu'effectivement, tout à l'heure, vous parliez d'être dans le regard à l'autre, de regarder un peu tout ce qui se passe autour. Je la voyais faire, en fait, elle regardait si la porte n'allait pas s'ouvrir, si le mur, enfin, elle me dit, oh là là, les bruits à côté, on entend beaucoup, enfin, etc. Donc, elle était, on sentait qu'elle était quand même dans l'angoisse. Ouais. Et donc, comment on peut aider au maximum, même si elle a un suivi psychique, bien évidemment, mais au terme de retour à l'emploi, comment on peut aider en termes de compensation, en fait? Ce que vous pouvez faire, il me semble, alors là, c'est vous les experts de votre propre métier, hein, donc Bien sûr. vous verrez si ça vous parle ou pas, mais si la personne prend conscience de ces réflexes de survie qui sont Mmh. encore activés, Mmh. c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que si D'accord. vous arrivez à travailler avec elle sur les, l'identification de certaines de ces réponses que vous estimez être des freins à son orientation, Mmh. à son retour à l'emploi, c'est déjà bien. C'est comme pour nous, quand on connaît nos travers, bon, on essaye de les mettre au boulot, quoi. C'est plus facile que quand on n'en a pas encore conscience. Donc vous Mmh. pouvez au moins l'aider là-dessus en disant: «Bah, effectivement, cette attitude-là, voilà ce que ça génère chez moi», par exemple, ton interlocutrice, et puis travailler ça. C'est-à-dire Mmh. travailler à, comprendre les conséquences de son comportement à elle sur l'autre et en quoi ça peut être un frein, par exemple. Mais je ne sais pas Mmh. si ça répond à. Si, si, et j'entends parce qu'en fait, effectivement, ça me fait complètement écho parce qu'elle me disait que, elle prenait tous les propos qu'elle pouvait recevoir quand elle était en situation de travail comme Mmh. agression, Beh, en ouais. fait. Mmh. Donc oui, donc j'entends ce que vous êtes en Au train de me moins dire. ça, c'est-à-dire déjà savoir que c'est une réponse. Elle a une réponse qui n'est Mmh. pas adaptée, qui est disproportionnée, c'est assez classique. Mais qu'elle en ait cette conscience-là, ça veut dire que dans l'après-coup, elle va pouvoir aussi dire: «Bon», oui, être en réflexivité à l'égard d'elle-même, c'est déjà pas mal. Si en Mmh. parallèle, il y a un soutien thérapeutique qui peut réparer son sentiment d'insécurité, ça sera encore mieux. Ouais, alors après, c'est vrai que pour ces personnes, la difficulté, c'est elles sont vues, par les médecins psychiatres qu'une fois tous les mois pour avoir un traitement médicamenteux et Mmh mh. elles ont pas forcément les moyens de pouvoir, avoir aussi des professionnels qui vont travailler sur d'autres aspects. En tous les cas, elles, c'est le cas, en fait. C'est ça Ouais. qui est un peu dommage, quoi, quelque part. Bah, certains psychiatres, d'abord, sont très bien formés, donc ils font pas que de la prise en charge médicamenteuse. Donc certains sont des vrais thérapeutes aussi, donc ça, c'est bien. Mmh. Je vous disais tout à l'heure on met en place un annuaire. Alors, on n'est pas très bon en informatique, c'est pas génial, ça bug un peu, mais en tout cas, à terme, vous allez avoir un annuaire où vous allez pouvoir trouver les professionnels qui sont compétents sur la question D'accord. Mmh. psychotrauma et intéressés par cette question-là. D'accord, Et il y OK. aura aussi des psychiatres qui apparaîtront. Donc ça, c'est une chose et puis, si la pour votre personne pour, cette personne que vous accompagnez, si elle a un suivi par un psychiatre, on peut, nous aussi, la rencontrer sur quelques séances, voir si notre, expertise peut être un plus pour elle. OK. Mmh. Bah, non, non, mais enfin, très bien. Enfin, je trouve que c'est intéressant tout ce que vous avez pu dire. Ça permet de comprendre plein de choses en tous les cas. Merci à vous. Merci. Il est 12h05. Merci beaucoup à vous tous pour votre participation. Merci Madame Condominas. Visiblement, les messages montrent un bon niveau de satisfaction des participants. Et puis donc, on envoie à venir le formulaire d'évaluation, le support, et puis éventuellement, effectivement, les sessions à venir organisées par le Ouais, Centre régional du psychotraumatisme. je vous envoie ça. Bonne journée à vous tous. À Bonne bientôt. fin de journée, merci, au revoir. Au revoir.